J'aimerais déboulonner un mythe que je déteste. Dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort. Puis je trouve ça débile. Il me semble que le but de l'existence, c'est trouver du confort et rester dedans. Quand j'avais 20 ans, j'étais à l'École nationale de l'humour et j'étais un étudiant pourri. Fait que je me suis dit, vu que j'avais un cours de pub à l'école, me faire de la pub. Ça va être ça mon truc. Alors, je suis allé dans ce qu'on appelle une espèce de meet-up où il y avait plein de gens hyper puissants, hyper importants du milieu de la pub. Tu peux les rencontrer puis leur pitcher ton existence puis leur dire « Donne-moi 70 000 $ par année, s'il te plaît, maître. » Alors, je me suis assis avec un gars qui était président, CEO d'une agence, puis qu'à tous les soirs, il écrivait des slogans. C'est ça qu'il faisait dans la vie. Il écrivait dans sa chambre, au lieu de faire l'amour à sa femme, il écrivait des slogans. Et il m'a dit, tu pourrais faire ça toutes les nuits, écrire des slogans. Puis j'ai fait jamais calice. Puis j'ai réalisé que dans la vie, je préférais être nul en humour qu'être peut-être bon dans quelque chose d'autre. Et c'est là que j'ai compris que tu sais que c'est quoi ta vraie passion, puis tu sais que tu es bien dans la vie. Quand tu es prêt à faire quelque chose, même si tu es poche, tu es juste assez bon pour voir que tu n'es pas bon. Et j'ai réalisé que mes 3 passions, le basketball, la comédie puis le sexe, c'est 3 choses que j'adore, que je fais tous les jours. Et je suis nul dans les 3. Alors, soyez confortables, détendez-vous, puis juste être bien. Juste être bien. Bon podcast. Yes! Bob, crissement content de t'avoir. Merci, je suis content d'être ici. Je suis honoré même d'être ici. Tu sais comment je suis un... On n'est pas juste des... Je suis un ami, mais je suis un fan de tout ce que tu fais. Ah, yeah! C'est génial comment on s'est rencontrés. Les gens m'ont dit comment on s'est rencontrés et on se connaissait 0-0-0. Ouais. Je jouais au hockey, j'étais tout nu. Puis tu m'as texté sur Facebook Messenger. Tu m'as dit « Hey, je te trouve drôle, viens à mon live. » Pendant que t'étais nu. Oui. Yeah. Puis j'ai fait « Oui. » Puis j'ai On marqué n'était un pas en but. FaceTime, par exemple. Non, on n'était pas en FaceTime. On n'était pas en FaceTime. Et cette soirée, je dis que j'ai marqué un but, mais je marque jamais de but. C'est un mensonge. Je sais pas pourquoi je mens sur mes habiletés de hockey. Mais c'est comme ça qu'on s'est Tu rencontrés. joues sans visière, et je sais ça sur toi. Ouais, à l'époque où je jouais au hockey, je jouais sans visière. Ouais. Puis toi, on me dit tu vas te faire mal. Puis mon contre-argument, c'est non, parce que je suis jamais proche de la rondelle. Je pourrais jouer avec une casquette puis un bâton de golf, il y aurait le même résultat. Malade. Super chandail! Yo, merci. Pony Montréal. Il est complètement débile. Qui l'a fait, répète-le? Pony, MTL. Puis si Pony. j'en veux un, est-ce qu'on peut l'acheter sur Internet? Ça s'achète sur le web, oui. Je sais pas s'il y en a encore des comme ça, mais ouais. Ben bonne, fait que si c'est pas ça, c'est un autre. Donc, tout ce qu'ils font est vraiment beau. Ben oui. Ouais. OK, mais on va commencer le début. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Mon nom est Robert James Penny. La caméra est vraiment proche. Et puis, Mais t'es joli, c'est parfait. Non, mais c'est parce que je me trime le nez puis les oreilles. Habituellement, avant la TV, j'ai comme un espèce de petit truc Remington. Puis je l'ai pas fait un matin. Puis là, je suis comme fuck. Tu sais. C'est plus real. C'est plus real. Les filles remarquent ça, ces affaires-là, des poils de nez. Ben, tout le monde. Je pense que les filles, parce qu'ils le disent, mais tout le monde remarque les poils de nez. Ouais, t'aurais pu me le dire avant si tu les avais remarqués. Mon vrai nom, c'est Robert James Penny. Né à Montréal, la ville comme telle. Pas un Montréalais. Tu sais, des fois, il y a du monde qui sont nés à Longueuil, mais ils l'assument pas. Je suis Montréalais. Non, t'es né sur le boulevard Tachereau. Amen. Yeah, mais moi, je viens vraiment de Montréal. Je suis né pendant les Olympiades en 1976 à l'est du stade olympique. Et ma mère raconte à cause des attentats à Munich en 72. Oui. La rue Sherbrooke était tout barrée. Et pour se rendre à l'hôpital, on ne pouvait pas passer par la rue Sherbrooke et on s'en allait à l'hôpital général dans le centre-ville. Et notre voisin était policier. Donc, le voisin a appelé des chums et on a eu une escorte policière, rien de moins pour ma naissance. Yeah. C'est bien parti, ton truc. Oui. Star is born. Qui sont tes parents? Ma mère s'appelle Céline Godin. C'est une madame francophone qui est née à Côte-des-Neiges. Puis mon père, c'est James Penny, un anglophone de Pointe-Saint-Charles, catholique et protestant. Quand ma mère a marié, mon père même a été obligé d'aller voir le curé
Parce qu'il essayait de convaincre ma mère de ne pas marier un protestant. Oui, parce que les cathos, on reste ensemble. Absolument. T'as-tu dit les scatos? Non, non. Mais les catholiques, on est une petite clique, Ah, là, faut on rester est ensemble. tissés serrés, absolument. Là. Ok, Une comment, belle brochette. Comment ces deux-là se sont rencontrés? Parce qu'à l'époque, c'était important, la religion. J'ai aucune idée comment mes parents se sont rencontrés. Non, ils n'ont pas été longtemps ensemble aussi après que je suis né. Fait que j'ai pas vu la chimie de couple s'installer. Qu'est-ce qui s'est produit? Ça. Ils sont divorcés, simplement, comme beaucoup de parents à l'époque. En fait, moi, mes parents, ils se sont divorcés. Je suis quand même... Tu sais, je suis né en 76, mes parents se sont divorcés, je pense, en 81 ou 82. Puis à l'époque, justement, on parle de religion, à l'époque, c'était encore mal vu, des divorces. Extrêmement. Tu sais, comme moi, je suis divorcé avec la mère de mon petit, puis je veux dire, on s'entend à merveille, on est des chums, puis on s'est divorcé pour le mieux, tu sais, mais à cette époque-là, puis c'est beaucoup plus, je veux pas dire populaire, c'est pas le bon mot pour parler de divorce, mais à cette époque-là, c'était plus rare qu'on se divorce, c'était gardé beaucoup plus... de secret? Oui, exactement. Puis je me souviens, jeune, il y avait des parents qui voulaient pas que leur enfant se tienne avec moi, parce que c'était comme mal vu se tenir avec un kid d'une famille monoparentale. Ouais. Wow. Fait que... Moi, je trouve ça fascinant, le divorce, pour plusieurs raisons. Premièrement, le divorce, c'est extraordinaire. C'est génial, divorcer quelqu'un. Parce que divorcer, c'est la relation marche pas. Fait que bonne affaire. Oui. Ça me fait toujours rire quand les gens ils disent 50% de divorce, c'est haut. Moi, je me dis c'est bas. Parce que si tu regardes les relations amoureuses autour de toi, genre 85% des relations amoureuses devraient se terminer. Fait que tu y penses 2 secondes, tu t'assois là, puis tu penses aux couples autour de toi. J'en doute que 50% des couples, tu fais c'est une bonne affaire. Moi, j'avoue, faudrait que je fasse le calcul. Je connais quand même des beaux couples pour vrai, qui Oui. me donnent espoir en l'amour. Oui, Ouais. mais pas 50% Ta blonde des et couples. toi, vous êtes un super beau couple. Oui, puis Alexis. Je pense que c'est les deux seuls que tu connais. Alexis et Mathilde, ouais, C'est qui sont tout. mes associés dans la vie, pour ceux qui ne connaissent pas. OK. Alors, fait que t'es grandi où? T'as grandi J'ai à Montréal? grandi à Montréal, ouais. Tétroville, pour être exact. Donc, dans le coin de la rue Liébert et La Fontaine. Quand mes parents ont divorcé, par exemple, c'était un peu le fun. Premièrement, j'ai habité avec ma mère, puis c'est pas mal mon frère qui était comme la figure paternelle. Puis quand c'est ton grand frère, la figure paternelle, tu sais, c'est le party, man. Tu manges des hot dogs, du craft dinner, puis tu t'écoutes la lutte en faisant tes devoirs. C'est comme, yeah, c'est le fun au bout, tu sais, c'est... Mais... T'es relax chez toi. Oui, puis... Parce que vraiment. pour avoir rencontré ta mère, c'était ta mère, c'est pas une... rentre à telle heure, sinon on va te faire de la peine. Non, ma mère elle nous a tout le temps fait confiance, là, du moment que j'étais assez grand, bien sûr, pour voler de mes propres ailes. Mais non, ma mère m'a toujours fait confiance comme au Et secondaire. elle t'adore. Ah, absolument. J'ai une relation très spéciale avec ma mère. J'étais un vrai fils à maman. Comme, oui. On s'en va en voyage là, ensemble, même cet été. Ah, c'est cute! Ouais, on s'en va visiter Ogunquit, ma mère et moi. OK, c'est très beau. Fait que ta jeunesse, ça ressemblait à quoi? C'est manger de la cochonnerie avec ton frère puis avoir du plaisir? Non, parce que mon père, quand mes parents ont divorcé, mon père travaillait pour Steinberg puis il a décidé de vivre Steinberg, son, qui est? C'était quoi, l'ancienne C'était de une quoi? épicerie C'est ça. à l'époque, ouais. Comment dire, la vieille madame de chez Steinberg. C'était comme les c'est- métros. C'était très gros, là. C'était une grosse bannière d'épicerie Steinberg, là. Je dirais qu'il y avait même un certain monopole à un moment donné. Mon père là. travaillait là. Et quand mon père a pris il est parti avant que ça fasse faillite. Donc, il a eu sa pension et s'est ouvert un restaurant, un casse-croûte, qui était son rêve d'une vie, d'être cuisinier. Et moi, les fins de semaine, ben, je me faisais garder par mon père. Fait que j'ai passé, je te dirais, là, de comme 7 à 10 ans, là, j'ai passé tous mes week-ends dans une cuisine, Génial. littéralement. Fait que j'ai aidé à la vaisselle, je faisais les boulettes, je plaçais les bouteilles, n'importe quoi qu'un kid peut faire dans un casse-croûte. T'étais le runner. Absolument, ouais. Tout T'as- ça pour... avais-tu je pense que je cuisiné faisais avant ça? 4 $ par week-end, ce qui était énorme à l'époque. Il te payait? Là, je sonne vieux, hein, 4 piastres pour un week-end de mon temps, c'était de l'argent. C'était de l'argent. De la belle argent. Quand t'as 8 ans, man, 4 Puis piastres. des bonbons, c'est 25 cents. Puis Exactement. une canette de bière, c'est 1,50. T'as du fun avec 4 piastres. Alors, est-ce que tu avais déjà cuisiné avant? C'est pas mal là que ça a commencé à côté de mon père. Là. Mais lui, il cuisinait déjà beaucoup à la maison. Il faisait du pain, on faisait vraiment tout là, à la maison. Les dimanches après-midi en écoutant le football, là, comme des bons anglophones. Ah, génial. Et tu tombes en amour avec la restauration à assez de 10 ans ou juste... Je pense que je ne savais pas à cette époque-là que j'étais
pour tomber en amour avec la C'est vraiment, restauration. c'est mon père. C'est- Puis à 8 ans, tu te poses ça. pas de questions. Non. Ce que le père fait, ce que la mère dit de faire, tu le C'est fais. ça. J'aime ça brûle pas, c'est pas mal cool. That's C'est ça, là. Ton adolescence, ça ressemble à quoi? Mon adolescence était parfaite. J'ai fait de la planche à roulettes. Je suis un vrai skater. Encore Yeah. dans l'âme, je suis skater die. Mais bon, ça, c'était juvénile. Mais Correct. non, je suis un vrai skater dans l'âme. Fait que j'ai fait de la planche à roulettes à tous les jours de ma vie. Puis tout ce qui va avec, c'est-à-dire fumer des joints, courir après des filles, puis avoir du fun, finalement. Let's go. C'est faire croire à ma mère que je dormais chez un tel, puis il faisait croire à sa mère qu'il dormait dans un tel, puis on dormait dans un parc. C'était Pour vrai, gros. tu faisais ça? Ouais, on dormait dans des parcs, puis là, on skatait toute la nuit, puis on tripait au bout. Yo, c'est super, ça. Ouais. Tu mets des battes, tu faisais des... C'était quoi tes moves? J'avais pas mal de moves, tu sais. Genre? Des kickflips, des affaires de même. OK. Ouais, on skatait pour vrai. J'ai fait un peu de compétition de planche à roulettes. J'ai travaillé au skatepark de Boucherville, qui était comme un gros skatepark intérieur à l'époque, qui appartient... à l'époque, ça appartenait à la famille Gagnon. Pierre-Luc Gagnon, qui est un champion des X Games. Ben oui. Il a battu Tony Hawk. En fait, c'est fou. Pierre-Luc... C'est une légende, c'est il- vraiment... Il est un peu plus jeune que moi, puis je le gardais à l'époque. Génial. C'était cool. C'est un peu le GSP de la Ouais. planche à Oui, roulettes, là. carrément. C'est fou. C'est un athlète reconnu mondialement, À part ici. sauf au Québec. Ouais. Tu sais, c'est un millionnaire de son sport, là, dans un sport qui est vraiment dur de faire des millions. en Extrêmement fait. aussi, c'est extrêmement difficile percer là-dedans. Il faut être vraiment bon. Puis c'est un gars vraiment cool. Il est resté terre à terre malgré tout ça. Puis quand il vient à Montréal, tu sais, il était avec ses chums, puis il n'a pas changé pendant. Génial. C'est vrai. J'étais voir Pink Floyd avec ce gars-là. C'est vrai? Ouais, il y avait, je pense, moi j'avais 16 ans, fait que lui il devait avoir comme 13 ou 14 ans. Puis son père, il voulait que son fils voit Pink Floyd, il trouvait ça comme important que son fils voit Pink Floyd dans la vie. Puis le vrai Pink Floyd, pas le Australian Pink Floyd Non, cheap, non, là. la tournée Division Bell en 1994, si je me trompe pas. Je pense que j'avais 17 ans, j'avais pas tout à fait 18 ans quand je devais voir ça. T'as-tu pris de la dope pour voir ce show-là? Ouais. Lesquels? Je pense que j'avais fait un petit peu de champignons magiques, puis j'avais des battes de hache de rouler dans un paquet de cigarettes. OK. J'étais déjà cuisinier dans le temps. OK. C'était au stade? Ouais. Ouais. Oh, wow. Le troisième show. En fait, c'est vrai, j'étais vraiment cuisinier parce que après que j'ai travaillé au resto à mon père, bon, j'étais allé à l'école secondaire, j'avais une run de journaux, je passais la presse. C'est que j'étais pas intelligent. Il fallait que tu passes le journal à Montréal. Pourquoi? Il y en a plus? Ben oui, il y en a plus pour la même quantité. La presse, tu sais, la presse du samedi, là, c'était à l'ombre. Il fallait que tu l'assembles en plus, la presse. L'hiver, je traînais ça dans un genre de traîne sauvage en plastique avec des cordes. C'était vraiment préhistorique. Mais quand j'ai eu comme 14-15 ans, puis je faisais de la planche à roulettes, ça commençait à me coûter cher en équipement, tu sais, des planches, des souliers, des voyages aussi. On se promenait pour aller faire des compétitions un peu partout, nord-est des États-Unis, en Ontario, des trucs de même. Puis j'ai commencé à travailler dans des restaurants parce que je savais déjà comment. Fait que je me suis ramassé dans un Giorgio. Génial. Ils tamisaient les lumières à 7 heures. Je pense que c'était ça leur slogan. Oh. Puis je travaillais au Giorgio juste à côté du stade et je suis presque pas allé au show de Pink Floyd parce que j'étais allé au 3e soir au Pink Floyd, comme on dit dans certaines régions du Québec. Mais ouais, je suis quasiment pas allé au show parce qu'on était tellement occupés au Giorgio pendant les shows de Pink Floyd que mes gérants m'ont supplié de vendre mes billets puis de faire. Puis j'étais comme non, dans 20 ans, je vais me calisser d'avoir manqué un chiffre. Mais je dois t'admettre que je me sentais mal de laisser tomber mon équipe parce que c'est un travail d'équipe, la restauration. Puis, tu sais, j'étais comme fuck, à cause je serais pas là, ils vont vraiment être dans la marde. Mais t'as commencé à cuisiner ado parce que tu vas faire de l'argent pour skater. Ouais. Tout aussi nono aussi. Absolument. Basic aussi. Moi, j'aime ça skater. Ça me prend de l'argent. M'a coupé des légumes. Puis aussi, quand t'es rendu à comme 16 ans, c'est là que tu commences à sortir avec des fausses cartes. Puis des trucs de même. Puis prendre des brosses la fin de semaine. Ça coûte de l'argent. Puis ça coûte de l'argent. Puis en restauration, ben moi, je voulais faire les chiffres de soir. Tout le monde veut faire les chiffres de jour dans la vie. Moi, je voulais travailler de soir. Comme ça, je pouvais rentrer à 4 h du matin. Avoir le temps en masse de manger, dégriser, me coucher, me lever à midi, top shape, j'allais travailler. Puis pour moi, c'était... Ouais, c'est un peu le nightlife qui m'a donné le goût d'embarquer dans la restauration. Ah, c'est donc cool. Cool! Ouais. J'ai fait le contraire. Habituellement, le monde, ils deviennent alcooliques à cause de la restauration. Moi, je me suis lancé dans la restauration. J'étais pas alcoolique, là, j'avais 15 ans, mais quand même. OK. Alors, comment... Avec là, tu as 14-15 ans, tu fais du skate. Est-ce que m'amener
tu as fait tes THQ? Est-ce que tu t'es dit, bon, ben là, faire du skate, je ferais pas les X-Games? En travaillant au Giorgio, puis j'ai travaillé dans d'autres styles de resto pareil, là, type familial. C'était cool pour ma carrière de skate. J'étais au cégep 2 fois au travail de tout ça. Et, 2 fois en tout ou tu t'es inscrit? Je me suis inscrit 2 fois. En fait, j'allais juste comme à mes cours complémentaires parce que c'est ceux-là que je choisis vraiment qui sont le fun. J'avais un cours d'astronomie qui était complètement débile. Mais à un moment donné, l'API, l'aide pédagogique individuelle, il m'avait appelé au bureau puis comme tu peux pas venir au cégep puis juste aller comme à ce cours-là. C'est surtout philo, français, éduc qu'il faut que tu fasses. Fait que ouais, j'ai lâché pour continuer en restauration, mais je savais que tu sais, j'étais honnête avec moi-même. J'étais pas pire en planche à roulettes, mais pas assez pour en faire une carrière, mettons, comme mon ami Pierre-Luc. Donc, parce que j'imagine, si tu fais des voyages, tu réalises que t'es bon, puis tu vois, OK, mais eux, c'est un autre niveau. Oui, là. exactement. Ils font des choses... Tu vas dans des places comme en Californie, puis le monde est des années en avance sur ce que moi je faisais. Fait, mais la restauration, ça m'intéressait énormément, puis c'est là que je me suis ramassé à la LTHQ, finalement. OK, tu t'es trouvé à l'ITHQ. C'est la restauration qui m'a poussé à aller à l'ITHQ. Fait que j'ai fait comme un 5 ans dans des restos familiales. L'ITHQ, juste pour les auditeurs, c'est quoi? L'Institut de tourisme d'hôtellerie du Québec, qui est comme une des grandes écoles culinaires là, C'est une école de cuisine. Tu sors de là, puis tu sais comment cuisiner. Ouais. Ah oui, puis il y a un service de placement à l'international. Si toi, tu vas aller travailler en France, en Italie, n'importe où, là, je veux dire. Puis c'est pas juste la cuisine, c'est tous les arts, tous les plaisirs de la gastronomie. Sommelier, serveur, gestion hôtelière. Belle plug, là. Mettons dans la vie, tu sais pas ce que tu fais, là. Ouais. Puis t'es un peu perdu, puis t'es confus. C'est une bonne idée de s'inscrire là pour changer ta vie. Oui, mais tu sais, c'est quand même strict comme école. Le petit peu de discipline que j'ai, je l'ai toujours dit, je l'ai eu à l'ITHQ. C'est une école qu'il faut que tu ailles chemise, cravate. À ça, même chose, c'est des uniformes. Frais rasés à tous les jours, puis check. Là, l'armée, là. Ah oui, quasiment. Mais tu sais, c'est une discipline, la cuisine. C'est pas quelque chose que tu peux faire à moitié, puis tu peux pas... tu sais, comme là, aujourd'hui, je suis mal rasé, puis tout. Mais quand j'étais cuisinier ou chef cuisinier, j'étais frais rasé à tous les jours. Vraiment pour donner exemple à mes coéquipiers. Puis aussi, je veux dire, moi quand je vais manger au restaurant, j'ai pas le goût que le cuisinier soit comme malpropre. Tu sais, je trouve que tu sais, le côté physique du cuisinier en dit long sur qu'est-ce que je vais me retrouver avec dans mon assiette. Fait que puis, tu sais, ça va au-delà de ça. Il fallait qu'on se tienne le dos droit. Tu sais, il n'y avait pas de place pour des épaules molles. Puis, c'est rough, pour vrai. Mais en même temps, moi, je trouve ceux qui ont passé par là, puis je dis pas que les THQ, c'est l'absolu. Là. Il y a d'autres très bonnes écoles hôtelières au Québec. Je sais que tu connais. Ouais, c'est celle que moi, j'ai fréquenté. Mais il faut avoir cette discipline-là pour être capable là, de travailler avec la nourriture, moi, je trouve. Ce que je trouve fascinant des quelques cuisiniers que je connais, c'est souvent du monde tout croche qui aime la discipline de la cuisine. Ils sont tout croche dans la vie. Je suis complètement désorganisé dans la vie, comme dans mes taxes et toutes ces affaires-là. Je veux dire, je suis le gars... C'est un bordel. C'est pas malpropre chez nous, mais c'est un bordel, je Par dirais. contre, si tu te 16 commandes en même temps au resto, t'es sors. Ouais. Ah, ben ma cuisine aussi chez nous est impeccable. Je sais que tout est placé. Tu sais, c'est... J'aime avoir les mêmes affaires aux mêmes endroits, comme ça, les manœuvres deviennent des automatismes. OK. Puis est-ce que tu considères que tu es une sorte d'hyperactif? Est-ce que tu considères que... Oh oui, je suis hyperactif, ben raide. Là. Même à l'époque que je cuisine plus, je fais ton podcast les jeudis après-midi. C'est ça, non, te voir cuisiner, c'est malade. Une fois, je m'en souviens, tu es venu chez moi, puis tu as décidé de me faire à manger. Yeah. Puis juste garrocher des affaires dans une poêle, me jaser, c'est délicieux. T'es vraiment doué. C'est gentil. OK, fait que là, tu fais les THQ. Après le THQ, combien de temps t'as fait ça? C'est 1 an et demi. Ah, ça, c'est parfait, ça. Ouais, je l'ai prolongé, j'ai fait 2 ans. Il y avait un cours de petit déjeuner. Puis, parce que tu fais tout, hein, les THQ, service pour des clients, c'est vraiment le tôt. Puis, il y avait un cours de petit déjeuner, puis le cours, il commençait à 5h30 du matin. Puis là j'étais fait tard rendu à les THQ. J'étais jeune vingtaine, je sortais beaucoup, je me couchais peu, j'avais pas le temps de récupérer rendu ça.
j'étais pas capable de me lever pour ce cours-là. J'ai tout essayé. J'ai même essayé d'aller dans un bar avec un autre cuisinier qui fêtait autant que moi. Puis on a fermé le bar, puis on est allé se coucher dans son char devant l'ITHQ en se disant, ben dans 1h30, on va se lever pour aller à notre cours. Oublie ça, on s'est regardé 1h30 plus tard quand on rentre à l'école, on avait des déchets. Fait que, ouais, c'est le cours de petit déjeuner. En fait, le cours de petit déjeuner, je l'ai jamais terminé. Je suis retourné l'année d'après. C'est ironique parce que c'est ton repas préféré. Oui, à manger au restaurant. J'ai eu ça me faire déjeuner chez nous. Mais l'année d'après, je suis retourné. J'ai pas réussi le cours plus. Puis il manquait genre, il faut absolument que tu le passes, ce cours-là, pour avoir ton diplôme. Et c'est pas une joke. J'ai commencé à faire des conférences pour les THQ aux étudiants, puis on me présentait tout le temps comme un diplômé de l'école. Puis à un moment donné, il a fallu que je dise au gars, écoute, je suis pas diplômé, tu sais, je suis un peu gêné de dire ça. Puis on m'a jamais dit, on va t'offrir un diplôme. Mais j'ai reçu un diplôme de l'ITHQ dans la poste. Fait que j'ai comme un genre de... Je suis comme le Céline Dion de l'ITHQ. T'es légitime. Un diplôme honorifique, ça a l'air. Puis c'est comment? Moi, les cuisines, ça me fascine. C'est quoi les... Plutôt, t'as travaillé dans des grands restaurants, là, très, très, très populaires. C'est quoi l'ambiance? C'est le fun. Ben, c'est pas le fun pour tout le monde. J'ai vu du monde travailler dans des cuisines que c'est la première fois qu'ils travaillaient dans des cuisines, puis je sentais la terreur littéralement dans leurs yeux. Je me sentais mal pour eux. Génial. Parce que c'est... Tu sais, excuse, désolé, mais des sons inattendus de même, c'est juste ça. Pendant 10 heures de temps, il fait chaud, le monde crie, le monde ne parle pas, il crie. Je veux dire, tout va vite d'une cuisine, mais en même temps, tout va tellement vite. Des fois, t'es comme dans le rush des choses. Mais pour avoir travaillé en cuisine, tu flottes un peu. Oui. C'est une sorte de réalité parallèle. Ouais, carrément. Ah, des fois, ça va tellement vite que c'est comme dans The Matrix. Oui. Tout va tranquillement un peu. Là. C'est vraiment weird. Puis est-ce que c'est vrai qu'une cuisine, c'est une dictature? Le chef, il veut quelque chose, va l'avoir. Tu comprends ça? Ben, OK, moi, quand j'étais chef, puis souvent, j'avais des stagiaires, ils pensaient, moi, je vais travailler Bob le chef, surtout plus vers la fin. Ça va être chill. Ça va être chill. Puis non, moi, je chialais la journée longue, surtout vers la fin, j'étais plus vieux, j'avais mal au dos, j'ai mal aux genoux, il fait chaud, tout va vite, tout le monde parle fort, il y a des esti de sons. Tu sais, tout ce que j'aimais vient à taper ses nerfs. Après 20 quelques années, le charme s'en va. Mais il y a une dictature dans le sens que il faut juste qu'il y ait le chef qui parle d'une cuisine. Pas quand on parle de choses légères, là, comme ça, c'est cool l'après-midi. La bière après, c'est une autre énergie. Quand on est autour d'une table comme ici, puis on épluche toutes des patates, puis on écoute des épinards, on peut dire n'importe quoi qu'on veut, puis souvent, ça ressemble à une chambre de hockey. Là. C'est vraiment... Puis j'aime cette espèce de fraternité-là. Puis même avec les filles, puis tout, là, je veux dire... je travaillais avec autant de filles que de gars en cuisine, puis je veux dire, l'ambiance reste exactement pareille. C'est ça qui est le fun en cuisine, on est très tolérant. Les choses ne changent pas. On change pas pour plaire aux gens en cuisine. C'est les gens qui doivent s'adapter à l'environnement dans lequel ils viennent. Puis moi, j'aime ça, ce genre de métier-là. Puis des fois, le monde va dire, ben là, c'est ben trop tough la cuisine. Pourquoi vous criez après le monde? Ben va pas travailler dans une cuisine si t'aimes pas ça. C'est tout. Mais il y a une espèce de fraternité, mais dans le sens que quand shit hits the fan, comme on dit dans les cuisines, il y a une personne qui peut parler, puis il y a une personne qui peut sacrer, puis c'est le chef. Parce que si t'as 8 personnes qui se mettent à sacrer, puis pitcher des poêlons, puis crier après les serveurs, ça va donner l'anarchie pour vrai. Puis c'est déjà devenu de même dans le restaurant, puis c'est pas cool. J'adorerais que tu me racontes une des histoires favorites. Tu t'es fait crier après dans une cuisine, puis t'as pas aimé ça. Ouais. Tu te rappelles la fois, il y a un gars qui t'a crié après, puis qui t'a jeté des... Ben oui, mais ça c'est malade. Il faut que tu me comptes ça, c'est trop extraordinaire. Moi, je suis un gars très pacifiste. Oui. Et c'est la seule fois que j'ai vraiment pogné. Il faut mettre les gens en contexte, OK? Je travaille dans un restaurant. C'était quoi ton rôle dans la cuisine? Moi je suis comme... je suis dans une cuisine non syndiquée, mais je suis le délégué syndical, si tu veux. C'est une cuisine... Qu'est-ce que tu faisais par là? On n'aimera pas le restaurant. Non. Je veux pas Ni que le gars. Les gens se reconnaissent, surtout pas. Mais c'est une cuisine, j'ai travaillé longtemps dedans. J'ai été chef de cette cuisine-là. Je ne suis plus chef. Je travaille à temps partiel. Je ne veux pas m'occuper de la cuisine plus qu'il faut. Je suis un très bon cuisinier de ligne. Fait qu'on me garde pour ça. Puis je fais tous les chiffres de remplacement. Je travaille vraiment là plus pour donner un coup de main. Un cuisinier de ligne, c'est vraiment un mercenaire de la cuisine. On dit couper des tomates, tu vas couper des tomates, quick. Tu fais sauter tout ce qui est dans les poêlons, cuisson des viandes, poissons pendant le service. On te dit quoi faire, puis tu le clenches. Exactement. Génial. Tu te poses pas de questions, tu prends dans ta tête. Et le restaurant, on est à la recherche d'un chef cuisinier. Et j'ai une amie que j'ai déjà fréquentée
qui me dit « Hey, mon nouveau chum, il cherche un emploi, puis c'est un cuisinier, il était chef à telle plage. » Que Chris, envoie-moi les, on va checker ça. On check son super intéressant comme CV puis tout. Mais le gars, il est un peu... il est débile, OK? Puis, non, mais il est débile dans le sens, vraiment, le premier, il faut qu'il travaille avec nous autres pour voir si la chimie est là. Fait que le premier soir, il est super gentil, il travaille avec nous autres, il nous conte des bonnes histoires, il fume du pot, boit de la bière. On se dit, bon, ben, il est fait pour travailler ici, lui, tu sais. Les choses vont bien. Mais on y fait faire comme des affaires vraiment relax. Tu sais, on ne veut pas le mettre dans le jus le premier soir. Puis je me souviens, il a fait brûler une crème brûlée. Puis brûler une crème brûlée, c'est vraiment facile. Tu sors la crème brûlée du frigo, elle est déjà faite. Tu juste mettre un petit peu de sucre sur le dessus. Enlever l'excédent de sucre, tu le reveilles comme à l'envers. Là, je suis très visuel en mimant le mot. Mais tu as l'excédent de sucre dans le pot de sucre initial. Et après, avec une torche soudée, tu brûles ta crème légèrement. Lui, il a crissé comme un pouce de sucre là-dessus. Il a brûlé ça. Il y avait comme du caresse. Ça n'avait pas de bon sens. Quand c'est cuisiné, c'est pas un argent. C'est la base. C'est la base. Tu n'as même pas besoin de savoir cuisiner. Si tu as déjà mangé une crème brûlée, tu sais que ce que tu es en train de faire, ça marche pas. OK, Puis je me souviens, on s'était tous regardé l'équipe comme, whatever, OK, on va laisser celle-là passer. Mais on finit par dire, OK, on t'engage. C'est toi notre nouveau leader. Tu es notre nouveau chef. On va t'aider. On va tout te montrer comment faire les trucs. Puis ça va super bien aller. Puis le gars, il a décidé de tout nous mettre à dos en partant. Wow, puis il a changé. Oui, moi, je travaille là pas souvent. Je suis là une couple de jours par semaine. Puis là, je rentre un jour à un de mes chiffres, puis un des cuisiniers il me dit, écoute, man, le chef, il est rendu fou hier. Il m'a crié après, puis tout, puis il m'a traité de pas de tête. Je suis comme, ouais, non, il a l'air normal, ça se peut pas. Ben non, tu dois exagérer, tu sais. Fait qu'un soir, je suis posé de travailler, moi, avec ce gars-là. Puis on est tout seul, on est deux cuisiniers, c'est l'hiver, c'est un lundi, c'est super tranquille. Puis j'étais en train de faire, je me sais pas, je faisais du risotto. Puis il commence à me gueuler après pour quelque chose de complètement pas rapport. Puis là, il me dit comme que j'étais un esti de vedette avec une tête enflée, puis je suis fendant. Je suis comme, voyons donc, man. Je brasse du risotto, je veux pas me faire parler de même. Fait que je pète un plomb, littéralement, je pète un plomb, puis je pitch le risotto à terre. Arrange-toi avec tes estis de problèmes, man. Moi, je m'en vais chez nous. Fait que je descends, puis il y a une cave dans ce restaurant où mes vêtements d'hiver sont. Mais il me suit en bas, puis là, il veut se battre. Là, non, mais tu sais, c'est quoi, tu vois, OK, tu sens qu'un gars, il y a un surplus de testostérone, là, puis moi, je veux pas me battre. Je sais que si je me bats, c'est là que je vais vraiment perdre mon emploi de façon définitive. Fait que je vais me changer puis tout. Mais tu sais, il m'attend sur le bord de la porte avec un look là, comme fendant. Puis ben, finalement, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai pitché un bol de bacon bits dessus. Là, il voulait vraiment se battre avec moi, mais j'ai réussi à me sortir de la bataille. Et les choses ont vraiment escaladé parce que là, j'ai crissé mon cœur du restaurant. Puis là, j'ai appelé les cuisiniers. Lui, il est poigné tout seul là, au restaurant. Le restaurant, il ouvre dans 15 minutes. Moi, je sais qu'il va appeler les autres cuisiniers pour que quelqu'un vienne l'aider. Puis tout. Fait que j'appelle tous les cuisiniers et on se rejoint dans notre bar préféré de la rue Mont-Royal. Puis, fait que là, on est tous assis autour de la table. Là, moi, je bois. Là, je commence à être, tu sais, je me mets dans un état. J'ai crissé ma job là. Je me torche. Et il commence à me texter toutes sortes d'insanités, vraiment. Des affaires, des insultes, pas gentilles, tu sais. Et je me suis tanné. Un moment donné, j'ai pris ma bière et mon courage à deux mains et je lui ai texté. J'ai dit, écoute, man, je suis peut-être pas tant ce que tu penses que je suis. D'ailleurs, tu devrais demander à ta blonde qui baise mieux. Et ça a l'air que vraiment... Le serveur qui est resté au restaurant ce soir-là là, pour faire le chiffre avec lui, là, il m'a appelé là, vraiment pour dire « Qu'est-ce que tu viens de texter, man? » Comme là, il pleure pis tout. Quand je me suis vraiment senti mal. Il a démissionné le lendemain. Le restaurant... pleurer le gars! Le restaurant, il a fallu qu'il ferme là, ce soir-là. Ils ont fermé le restaurant parce que t'as fourré sa blonde mieux que lui, puis il a pleuré. On n'a jamais su si j'ai... Nous, on le sait parce qu'il pleure. On le sait en tabarnak. Ta graine a fait fermer un restaurant. Yo, DM Bob le chef. DM Bob le chef. T'as une chatte pis du temps, DM Bob. Fait que c'est ton histoire préférée. Ma deuxième histoire préférée. C'est ta deuxième histoire préférée. Oh non. Laquelle t'as préférée? Tu le sais, mais on va pas en parler tout de suite. On va tout de suite parler de cette histoire-là. Fait qu'il pleurait. Moi, une fois, tu me l'as conté qu'il appelait sa bonne femme, puis il disait « Dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que c'est pas vrai. » Ben, elle a fait
Mais là, j'ai l'air d'un crotté à compter T'es pas, ça au de même. contraire, c'est Pour pas un vrai. crotté. J'ai pas l'air crotté en comptant ça. 0-0. Ben, non, mais je veux pas que le monde pense que je me fais un plaisir de faire pleurer des gens. C'est vraiment pas ça. OK, pas les gens, mais quand les gens sont extrêmement méchants avec toi, puis ils n'ont pas de valeur, puis tu sais que t'as fait jouir leur ex, ça vaut à peine. Ça Merci vaut à Thomas peine. de me rassurer de même. C'est important de dire ça J'ai au plus monde. besoin d'aller en thérapie. Non, je suis guéri. le monde baveux, esti, puis tu sais de quoi l'air la face de leur blonde quand ils jouissent. C'est fou de leur dire. C'est important. J'avais Je pas trouve vu que de même. c'est une belle leçon. Moi, j'ai... Ouais. C'est cool parce que... C'est l'ultime revanche, par exemple. L'ultime revanche. Il criait après, puis tu te rappelais de le plaisir que tu avais dans sa blonde. Puis c'est comme... bref. Je trouve ça génial. Puis peut-être qu'il était précoce, on le sait pas. C'est une très belle histoire. Fait que le lendemain, il a démissionné, puis il a fallu qu'on trouve un nouveau chef. Mais finalement, ce qu'on a fait, on a pris un petit gars qui était déjà là, puis on l'a mis chef. Puis par la suite, tout a super bien été. Ouais, parce que lui, il criait pas après le monde. Exactement. C'est C'est bon, important. J'ai travaillé pour des chefs. Revenons aux choses sérieuses. Mais juste avant aussi, ce qui est cool aussi, ce que tu m'as déjà dit une fois, tu me dis si... Parce que des fois, tu me dis des affaires, puis j'invente ce que tu m'as dit, là. Il y a tellement de restaurants et de bons cuisiniers à Montréal. Si tu cries après le monde, les mondes, ils vont travailler à côté, puis c'est tout. Là. C'est correct si t'es chef de crier après le monde. C'est important de crier après pour les bonnes raisons. Amen. Je veux dire, si ça fait 8 fois que je te dis de faire la même chose, puis tu le fais encore à ta façon. Si tu le fais à ta façon, puis ça marche, c'est correct. Mais si tu le fais à ta façon, puis ça marche pas, puis la 8e fois, ça... Oui, ça se peut. Puis si je suis dans le jus, dans le stress, puis j'ai bu trop d'espresso, je vais juste capoter un moment donné. Puis je vais m'excuser après le chef, je vais te dire, excuse, mais j'avais raison, au final. Tu sais, j'ai peut-être pas pris la bonne façon de te le dire, mais au final, j'avais raison. Mais j'ai travaillé avec des chefs, par exemple, qui crient, ben, comme lui, tu sais, qui crient après moi pour aucune raison, parce qu'ils filent pas, parce qu'ils sont lunatiques. Aussi, si tu rates des crimes... juste pour revenir, si tu rates des crimes brûlés, tu fais sûrement pas des bons cunnilingus. Pour revenir à cet homme-là, je pense que ça vient ensemble. La preuve, moi, je suis vraiment nul en crème brûlée, puis... Mais je suis vraiment nul en crème brûlée. Ça a commencé... C'est quoi, quand ça a commencé, comment Bob le chef? Comment ça, quand t'es passé de moi, je fais de la cuisine... Puis je bois à hey, il y a moyen de faire de l'argent avec ça puis de faire des vidéos. Je vais boire en faisant des vidéos. Ouais. En passant tes premières vidéos, c'est génial parce que t'as l'air d'avoir 11 ans. Oui. C'est génial. T'as l'air juvénile au maximum. T'as l'air barely legal. Mes premières vidéos, là, encore ce jour, je suis très, très fier. Moi, je suis de l'époque de RBO. Hein? Fait que le show de TV. Là. Puis moi, je me souviens des sketchs de RBO. Il n'y avait aucun tabou à l'époque. Il riait de tout. C'est capoté, par exemple, comment les temps ont changé. À l'époque, on pouvait faire des sketchs où on riait de des minorités visibles. Puis ça, personne ne disait rien. Puis je me souviens, le sketch qui avait été le plus offensant de RBO à l'époque, c'était quand, je pense que c'était Guillaume Lepage qui était Jésus, puis il traînait la croix à part. Ouais, puis ça, ma mère, c'est là qu'elle avait mis le pied à terre et elle a dit « Ces gars-là sont pas comiques. » Puis, étonnamment, ma mère a comme la même voix que Guilla, en plus. Madame Brassard, là? Génial. Mais puis nos premiers sketchs de cuisine, on s'inspirait un peu là, des costumes un peu cheap, puis de l'humour un peu borderline. Je me le but, c'est de s'amuser. Exactement. On avait fait des mets syriens, puis on avait imité les djihadistes dans un parc pour enfants. Là, je m'étais mis en camouflage avec une mitraillette en plastique. Puis, c'était malade. On avait même une commandite de bière. La bière Boris nous commanditait. Puis on avait mis leur bière comme sur un banc de parc, puis je tirais dessus avec une mitraillette en plastique pour avoir l'effet que les bières explosaient. Après, on filmait les bières de proche, puis Alexis lançait des roches, ces bières. Fait que, dans le montage, j'avais vraiment l'air de tirer des bières. C'était génial. Puis on faisait de l'hummus, puis des cigares en feuille de vigne. C'est extraordinaire. Telle une explosion dans ton assiette. C'est extraordinaire. C'est qui Alexis? Parle-nous un peu d'Alexis. Alexis, c'est mon acolyte depuis bientôt 15 ans. Comme je disais tantôt, je suis un skater. Alexis, c'était un skater. Lui, il était dans la gang du centre-ville. Moi, j'étais dans la gang de l'est de la ville. On s'aimait pas quand on faisait du skateboard ensemble. Moi, je trouvais qu'il se trouvait trop gangster. Puis lui, il trouvait que moi, j'avais trop une grande gueule. Puis, les deux, vous avez raison. C'est génial. Absolument.
Puis c'est très drôle. Puis il a marié une de mes meilleures amies, qui est sa femme encore à ce jour, Mathilde. Et elle s'est dit, c'est pas vrai que je serais pas amie avec Bob, puis que je serais pas marié avec Alexis. Fait qu'elle nous a unis une veille de jour de l'an. On est allé souper chez eux, écouter le bye-bye, puis boire de la bière. Puis quand on a bu assez de bière, on s'est dit, comment lui c'est un webmaster. Il faisait... C'est un érudit. Absolument. De l'Internet, c'est extraordinaire. Ah non, il connaît l'informatique mieux que tout le monde. Surtout Internet, il est vraiment bon avec Internet. Puis j'aimais son style. On vient de la même place, pas mal. On aime les mêmes choses. Fait qu'on a commencé à se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Comment on pourrait travailler ensemble, nous trois. Puis il y a eu plein d'idées qui sont venues à l'idée. Déjà, c'est un bel assemblage parce que t'aimes faire le show, il aime filmer des shows. Ouais. Il est vraiment... Tu parlais d'Alexis, c'est un réalisateur aussi, là. Oui, il fait tout, Alexis. Il porte tous les chapeaux sauf celui du chef. Tellement poche à dire. C'est ton gérant aussi. Oui, c'est mon gérant. Puis, tu sais, il fait ça vraiment parfaitement. Il rentre tout dans le calendrier. Il m'appelle, m'assurer que j'oublie rien. Et il m'appelle pour savoir comment tout se passe. Il va absolument. Il m'accompagne, il s'occupe de mes taxes. Il n'y a rien qu'il ne fait pas. C'est job, Alexis. Non, absolument. Puis Mathilde, elle, son rôle dans tout ça, c'est quand Alexis et moi, on divague trop, elle nous ramène à l'ordre. Il a fait beaucoup d'autres tâches aussi dans tout ça. C'est le temps que tu me comptes. Is this it? Ouais, j'aimerais que tu me parles d'un gars qu'on va pas nommer, parce que on peut pas le nommer. Parle-moi du gars que je préfère, le meilleur gars de l'histoire de l'humanité. Ben, OK. Un de tes collègues qui est exceptionnel. Tu sais, la restauration, tu rencontres plein de monde là-dedans. Oui. Je sais où tu m'amènes parce qu'on est allé bruncher ensemble là, avant de s'en venir ici. Puis t'es comme, j'ai absolument, tu comptes cette histoire-là. Puis je me dis que si on la sort là, c'est parce que je suis pas drôle pendant le podcast. Fait que c'est le temps de sortir le gros arsenal. Là. Mais Sydney au son, ne quitte pas parce que cette histoire ici, elle est épique. Je travaille dans un restaurant et tu sais, t'as-tu déjà lu Kitchen Confidential de Anthony Bourdain? Non. Okay, c'est comme un livre culte pour les cuisiniers. Puis au début du livre, Anthony Bourdain, une des choses, il aide un traiteur, puis il va dans des noces, puis le chef du traiteur, il faut la marier. Okay? Le livre commence grosso modo un peu comme ça. Puis Anthony Bourdain, il se dit... Fuck, man, moi, je veux faire ça dans la vie, OK? Puis tout le monde... Fuck le punk, tout le monde a un peu cette histoire-là de restaurant, OK? Puis moi, j'ai travaillé dans un restaurant où j'ai eu un collègue. Je dirais pas c'est quoi son titre au collègue parce que ça dévoilerait peut-être c'est qui. Parce qu'il y a certains gens qui pourraient peut-être s'identifier à cette histoire-là. Mais le collègue en question... il est sexaholic. Okay? Yeah. On va le dire. Il est accro au sexe. Il est accro à beaucoup d'autres affaires. Mais c'est en particulier. Non, mais il faut dire, moi, je travaillais dans le restaurant, sans nommer c'est quel, qui a donné la mauvaise réputation des cuisiniers à tous les autres restaurants. Moi, je me souviens que je travaillais à cet endroit-là. On sortait dans les bars. Et ce qui arrive souvent dans les restos, là, c'est que les cuisiniers et les serveurs, il y a un peu une hiérarchie. Hein? Les serveurs font plus de cash que les cuisiniers. Les serveurs vont plus aller dans un club, ils vont aller manger à l'Express après leur shift, ils vont se la péter plus. Cuisiniers, on va aller à une taverne où il y a le boc de bière, même pas la pinte, une table de pool cheap, puis un pusher dans le coin, puis on est bien content. Mais quand je travaillais à ce resto-là en particulier, il n'y avait pas de hiérarchie. Tout le monde sortait ensemble. Génial. Les serveurs sortaient avec les cuisiniers et il y avait une espèce de partage des avoirs. Donc il y avait comme un pot, tu sais, on va se dire, il y avait de la drogue qui se passait, de l'alcool à l'époque. Dans la cuisine. T'as pas des 16 heures... Si le monde est inquiet, se demande quand est-ce que j'ai arrêté de consommer, ça fait très longtemps. Pour donner une idée, mon fils s'appelle Elvis, il a 9 ans. Fait que, ça donne une petite idée là, de quand j'ai arrêté ça. J'étais sur la fin à cette époque-là. Mais quand on sortait, nous autres, ce resto-là en particulier, on faisait peur. Là, on arrivait dans les bars, puis les barmen, on arrivait 12. On collait des tables, puis on avait vraiment un gérant de restaurant qui était fou pour vrai. Puis lui, je te mens même pas. Le gérant, la première chose qu'il faisait quand on rentrait dans un bar, il disait « Il y a combien de verres à shooter ici? » Puis comme « Quoi? » Puis comme « Il y a combien de verres à shooter? » Fait qu'il envoyait la serveuse, puis elle revenait. Il y en avait à peu près 175. Il disait « OK, on va prendre 175 shots de vodka. »
Fait qu'il amenait tous les verres à shooter sur la table, puis il versait de la vodka. On voulait pas la bouteille, on voulait les shooters direct sur la table, comme ça, tu sais. Tu peux prendre un shooter. Puis le plongeur de 19 ans, tu t'en prends, mais on s'en fout. Ah, tu sais. Non, la serveuse, le plongeur, on y va. Là-bas, on est trippés, pour vrai. C'était le fun en même temps. Je te mentirais de dire que c'était pas le fun. Mais au travail, tout ça, il y a du monde débile. Puis il y a un collègue là-dedans, qu'au travail de toutes ses autres vices, il est accro au sexe. Mais accro au sexe, là, comme. Tu sais, vraiment, là, il est bon. Il est bon, absolument. C'est une cuisine ouverte. Fait que tu vois les clients. Fait que lui, il pouvait vraiment partir avec une cliente en plein milieu du service, aller faire un tour de char. Je sais pas ce qui se passait dans le char, mais il revenait, puis là, il s'était passé de quoi. Après ça, sa blonde arrivait au restaurant. Fait que là, il descendait dans le bureau avec sa blonde pendant une petite demi-heure. Là, il disait à sa blonde, va-t'en à la maison, je vais te rejoindre tantôt. Partait avec 2 autres filles à la fin du chiffre, comme, tu sais, un gars qui aime ça, là, pour vrai, un gars qui se donne. Fuck Tiger Woods. J'ai joué au hockey avec. Le gars, il a un filet de porc là, entre les jambes. C'est quelque chose. Pour génial. Vrai, là, oui. Mais il est accro au sexe. Et une de ses copines, un moment donné, elle n'est plus capable. Elle le sait qu'il le trompe. Et elle se dit, je vais lui payer une thérapeute, une sexologue, puis on va aller parler de ses problèmes, puis tout. Fait que lui, il compte l'histoire, puis il dit... Ah, thérapeute. Il dit, non, il nous conte l'histoire des autres parce qu'il raconte fièrement quand même l'histoire. Tu sais, même si je pense, même si je disais son vrai nom, je pense qu'il serait fier que je raconte l'histoire-là. Puis je veux pas choquer personne. C'est pas moi. Je conte l'histoire au nom de quelqu'un. Mais quand il raconte l'histoire, il raconte exactement de même. Il dit, Bobby, il dit, je rentre dans le bureau. Il dit, petite grosse avec des lunettes, pas trop confiance en elle. Et je commence à y compter ma vie sexuelle, mes ébats, pis tout. Elle est impressionnée, la petite fille. Il dit, ben, crée-les pas, hostie, à 3e thérapie. Je fonce sur le bureau, tabarnak. Fait que là, il dit, je vais là à tous les semaines, coche avec la thérapeute, tu sais quoi le paye? C'est ma blonde qui paye! Ah! Puis là, tu sais, gros rire de cocaïnomane. C'est vraiment, c'est juste, t'as peur quand il compte l'histoire. C'est comme un coup de vent, tu sais, comme quand t'es d'une décapotade, qu'est-ce qui vient de se passer, man? Comme ta casquette, elle a revolé par en arrière, là, c'est... Ouais, c'est... fait que c'est ça, puis je vivais ça au quotidien. Oh, quel homme! Tu sais, pour vrai. Mais je t'en parlais, puis tu sais, je t'ai conté pour continuer sur la même personne. Ben, tous les fois que je te vois, tu tu me parles de ce gars-là. C'est rendu. Je sais même pas c'est quoi ta vie, mais je connais la vie de ce gars-là. Mais autant que c'est pas. Tu sais, comme sa façon de parler des femmes, c'était dégueulasse, pour vrai. Ben oui. Mais ce que je veux dire, ça va être weird. Mais il respectait Ali. Bien sûr. Il y a quelque chose de. Il était pas rough, il était pas méchant. Il marche vraiment sur la glace mince en ce moment, je le sens. Mais on oublie qu'il y a des femmes qui ont exactement le même rapport avec les hommes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le plus d'hommes possible. Ils considèrent que c'est des. Fait que ça, c'est. On l'a de deux bords. Mais tu sais, il y a des histoires tristes dans les restaurants. Puis on connaissait une fille qui se faisait un peu, comment je pourrais dire, malmenée par son chum. Puis lui, ça s'était su. Des histoires de bars, de restaurants, ça finit tout le temps par se savoir. Puis lui, il avait dit au chum, il l'avait mis dehors du restaurant, littéralement. Là, puis il était comme, tu ne viens plus ici, t'es un trou de cul, t'es dégueulasse. Puis moi, même si, puis il avait dit, même si je faisais faillite, j'en veux pas de ton argent, pour vrai. C'est un client, c'est ça. Un client, oui. C'est un gars plein. Ben, on se connaît tous dans ce milieu-là. Fait que, tu sais, ce qui fait rouler les restaurants, c'est les employés d'autres restaurants. c'est quand moi j'ai congé, j'ai pas le goût de cuisiner. Si je vais au restaurant de mon chum, pourquoi? Parce que je sais qu'il est le cuisinier, il sait que je suis là, il va me donner une coupe d'huîtres, un petit verre de on the side, tu sais, c'est le même, ça marche. Ça va être bon. Puis fait que tout se sait, tu sais, dans ce milieu-là, puis c'était su, ça, puis il avait mis dehors du restaurant, mais après avoir fait ce geste noble-là, il était venu à la cuisine, puis il avait dit, ah, nous autres, Bobby, on les bat pas, on leur fait des caresses, puis on leur fait déjeuner le lendemain matin, puis j'étais comme... Tu viens tellement de gâcher un beau moment, quoi. Ça allait bien jusque... Ça allait jusque-là, tu sais. Mais c'est le genre de monde que tu côtoies dans les restaurants. Puis c'est pour ça que des fois, il y a du monde que dans la première heure qui arrive à leur nouvel job, ils ont un look de terreur dans la face. Parce que si t'es là dans la première heure puis tu viens de tout entendre ce que je viens de te conter, puis tu sais, c'est ta première heure dans ce restaurant-là, t'es comme, je suis où, moi, câlisse? Il y en a d'autres qui tombent en amour. Il y en a d'autres qui font, ah, wow, absolument, ça, je veux vivre là-dedans. Il faut être un genre particulier, je pense, pour faire ça. Ouais, on dit souvent que les humoristes, on est particuliers. Les cuisiniers, vous êtes un autre genre de particulier. Vous êtes un autre genre de cerveau. J'aime ça que ça bouge. Tellement. Je suis encore le même. Oui, on a parlé. Qu'est-ce que tu penses de. Toi, tu fais des ateliers. Parle-moi de tes ateliers que tu as fait à Laval. Ah, ouais, ben je donne.
le monde me connaisse beaucoup, ben, me connaissent peut-être pas non plus. Mais t'es connu pour un cuisinier connu, disons-le. Mais du web, de la TV, de la radio, mais une des façons que je gagne le plus ma vie, c'est en Puis faisant... c'est brillant, ton nom, c'est ça. Bob le chef pense qu'on sait ce qu'il fait, là. Ouais. Ah non, mais Bob le chef, oh ouais, le peintre. Non. Non, mais c'est... Effectivement. Je pourrais peut-être me partir Bob le peintre. Let's go. Yeah. Oui, t'étais... je t'ai coupé, pardonne-moi, mais t'étais... Qu'est-ce que je comptais? Tu comptais quand tes ateliers. Ah ouais, mais ça, je fais beaucoup de corpos, comme des humoristes, c'est là qu'allait l'argent. Puis des fois, par exemple, j'en fais des bonnes causes, puis je suis allé à le Centre jeunesse de Laval, qui est vraiment, là, c'est un pénitencier pour jeunes. C'est super triste, en fait. C'est capoté. C'est des ailes, comme dans des prisons. Pour ceux qui ne connaissent pas le langage des rues, une wing, comme on dit, c'est une section de la prison. Hein. On regroupe les prisonniers, soit par crime, par âge, par quoi que ce soit. Puis là-dedans, mais... Par sexe, surtout. Ouais, ben là-dedans, c'est ça. Il y a une aile pour les filles, une aile pour les gars. On parle de 13-18, mais il y a même une aile pour les enfants, comme de 5 à 11 ans. C'est des enfants qui sont plus retirés des familles là, qui sont complètement débiles. Et c'est quand même triste. Mais moi, je fais des ateliers. Je donnais des ateliers là-bas pendant une couple d'années en ligne. De cuisine. Et oui, et je trouvais ça cool parce que tu peux vraiment leur parler à ces jeunes-là de la vraie vie. Je peux leur parler de la drogue, je peux leur parler de garder sa tête, puis je peux leur parler d'opportunités de comment s'en sortir. Puis la restauration, moi, je trouve que ça en est une. Surtout pour des kids qui sont un peu perdus. Et surtout pour des kids qui sont perdus, qui ont commis un crime parfois grave, qui se disent que souvent on a abandonné aussi, puis qui se disent qu'est-ce que je vais faire, moi, dans la vie. Ils se posent des questions quand même, ces kids-là. Il ne faut pas penser là, que c'est juste des attardés qui font des... Puis, fait que moi, je leur dis... La rédemption, c'est une valeur de société. Absolument. Puis la cuisine, moi, je trouve que c'est une place qui accepte à bras ouverts du monde de même. Là, je veux dire, moi, si je n'ai une cuisine, je m'en sac, moi, que tu as fait un vol à main armée avec un tournevis au garage. Si tu es capable de couper des tomates comme du monde puis fermer ta gueule, moi, je te veux dans mon équipe. OK? Yeah, c'est effectivement... Là, tu me disais que quand tu parles à ces jeunes-là, ils t'écoutent, ils connectent vraiment. Ils m'écoutent parce qu'ils voient une porte de sortie. Écoute, je donne des ateliers avec des adultes, puis souvent les ateliers avec des adultes, hey, tu connais-tu Louis-François Marcotte? J'ai rien contre ça. Oui, je connais Louis-François Marcotte, puis il est quand même smart, Louis-François. Mais là, on cuisine une truite. Mais exactement, tu sais, tandis que les autres sont dedans, ils écoutent vraiment, ils absorbent l'information. C'est cool dans ce temps-là parce qu'en tant que personne qui donne l'information, tu as le goût d'en donner quand le monde il capte mieux. Donc, tu donnes plus finalement. Hein, tu me disais aussi que un des trucs que tu leur donnes, c'est après la formation, va travailler dans un McDo. Pourquoi travailler chez McDo? Pourquoi tu trouves qu'un jeune qui va être en cuisine... Je trouve que c'est une bonne façon de gager si tu vas aimer la restauration. Tu sais, au McDo, je veux dire, McDo, autant que les valeurs capitalistes derrière la compagnie sont on oublie l'environnement, on oublie le capital. On oublie ça. Exactement. Okay? La façon que les employés sont obligés de travailler, moi, je trouve que tout le monde devrait faire comme 6 mois au moins dans sa vie de McDo. Le monde serait moins attardé dans la vie. Parce que chez McDo, tu fais rien pour rien chez McDo. Tout ce que tu fais dans la journée, même à tes pas, à la limite, sont calculés. Tu sais, une espèce de OK, je m'en vais en arrière, je vais prendre une seconde, qu'est-ce que je peux amener avec moi avant de faire ces 45 pas-là? Y a quelque chose qui va en arrière? Ils te font penser à tout ça chez McDo, là, la productivité fois 1000. Puis je trouve, pour être productif, il faut que tu uses ton cerveau. Tu utilises ton cerveau, faudrait peut-être que je le dise comme du monde. Mais fait, il y a tout ça, puis c'est garder son sang-froid. Chez McDo, ça va vite. On est occupé. Il y a une espèce de répétition. Que je veux dire, que tu sois chez McDo ou que tu sois au meilleur restaurant du Canada, je veux dire, quand tu fais une assiette, il faut que l'assiette à la table d'à côté, elle goûte. Si la personne en prend la même chose, il faut que ça goûte pareil. Il faut pas que ça soit différent ou que le look... le look, ça, tu peux jouer avec, mais au final, le goût, il faut qu'il y ait une certaine standardisation. Puis ça, chez McDo, on le sait, je veux dire, tu bouffes un Big Mac ici, tu en bouffes un en Angleterre, ça goûte la même chose. Peut-être en Angleterre, tu vas regarder la vache folle, mais ça, c'est un autre problème. Mais... fait qu'il y a tout ça. Puis aussi, McDo, vu que c'est une chaîne, moi, quand tu travailles dans une chaîne, t'es plus propre.
parce qu'il y a une espèce de cycle. De névrosité de la propreté. Absolument. Puis je comprends, parce que si tu rends quelqu'un malade à cause de la nourriture de ta chaîne, c'est pas juste le restaurant sur le boulevard Tachereau qui subit, c'est toute la chaîne au complet qui subit. Là. Fait qu'il y a une espèce de propreté. Puis tu le vois quand tu engages du monde qui ont passé par là, ils font le petit geste de plus dans les restaurants. Puis justement, tu sais, autant que la chaîne est mal, je trouve qu'elle a des belles valeurs pour ses employés, à part de les exploiter en les sous-payant par rapport aux profits astronomiques qu'ils font. Mais c'est un bon tremplin. C'est une bonne école de formation, exactement. Puis même pour rentrer à des écoles culinaires comme à l'ITHQ, les critères pour rentrer dans ces écoles-là, c'est soit que tu es super bon à l'école ou que tu as tant d'heures de fait en cuisine. Parce qu'on veut engager du monde. La cuisine, c'est dur, puis on veut pas que tu perdes ton temps. On veut pas que tu prennes la place, surtout de quelqu'un qui est un passionné de la cuisine. Fait que quand tu as travaillé dans un McDo pendant 1 an ou 2, il n'y a pas grande école de cuisine au Québec ou au Canada qui vont te refuser l'accès. Ah, fait que fait que ce que tu dis aux jeunes, c'est que c'est une bonne manière de commencer. Absolument. Ensuite, tu prends l'expérience, puis tu peux travailler dans les meilleures conditions ensuite. Mais tu sais, ça dépend. Les conditions en cuisine, si t'es bon, ça a-tu du bon sens? Non. Non, c'est... J'ai travaillé dans une cuisine là, qui était comme une des... À l'époque, là, on parle fin des années 90, début 2000, là, qui était une des bonnes cuisines à Montréal, même, je dirais, là, dans le Canada. On avait une réputation très bonne. Puis je veux dire, c'était complètement débile. Là. On travaillait pendant une semaine de Grand Prix, j'ai déjà travaillé 95 heures. Tabarnak. C'est proche du 100 heures, ça. J'ai jamais fait le 100 heures, je pense, mais j'ai passé très proche de le faire. Puis il n'y a pas de break. Il n'y a pas un moment dans la journée, c'est comme, OK, je décroche, je m'en aller le journal pendant une demi-heure. Non. Puis ça, c'est fou. Hein? Les cuisiniers, ils savent. Peut-être qu'ils ne l'admettront pas, mais ils savent. Si tu ne fumes pas de tabac en cuisine, tu prends pas de break. Puis je me souviens, là, quand on était comme dans la ruelle, tout le monde en rond, puis on fumait nos smokes, puis on fumait même pas en dehors de la job. Là. Moi, je fume pas comme chez nous ou quoi que ce soit, mais à job, non, mais à job, je fumais des 2-3 cigarettes par soir juste pour sortir de la cuisine, puis faire le life, finalement. Puis je me souviens, il y a un employé qui était sorti, puis il s'était mis à lire un roman. C'était avant les iPhones, là. À cette heure, ça se fait plus, ça. Mais il s'était mis à lire comme un petit livre de poche, puis le chef, il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis il dit, ben, je prends un break. Il dit, non. Il dit, tu prends un break si tu fumes. Il dit, si tu fumes pas, tu restes dans la cuisine. Génial. Puis c'est comme un non-dit de la cuisine que tu fais ça. Ah, génial. Mais non, les conditions, je veux dire, j'ai passé 31 décembre en ligne dans des restaurants à faire le décompte. Mais en même temps, tu sais, si t'aimes ça, t'aimes ça. Je veux dire, pour moi, ma famille, c'était ça. J'aime ma famille, là. Je suis pas en train de dire que je les aime pas. Mais j'avais une autre famille, puis c'était ma famille au restaurant. Puis j'aimais énormément ça, passer du temps avec eux autres. Je suis bien plus proche de mes collègues humoristes avec qui je fais des shows, bien de mes tantes ou mes oncles. Exactement. Ça. Oh. On a le même. Ce qui est cool avec je pense que la cuisine et l'humour, c'est que tu n'as pas à t'expliquer à ces gens-là. Ils comprennent tout de suite. Ouais. Ils ont les mêmes problèmes, les mêmes directions, exactement. Les mêmes connexions au cerveau. On aime les mêmes choses. Donc, tout à fait. On chiale les mêmes affaires aussi. On chiale parce que nous, les humoristes, tout ce qu'on fait, c'est chialer sur le milieu puis sur les autres humoristes qu'on trouve pas bons. Oui, mais c'est en chialant que tu fais des jokes. Tellement. Ou non, c'est en chialant que tu fais des amitiés. Ça me fait rire sur les Tinder ou c'est les sites de rencontres qui font c'est quoi tes passions? Fuck tes passions, qu'est-ce que t'haïs? On va haïr ça ensemble. On va haïr ensemble, puis ensuite on va mettre notre bouche sur les parties génitales de l'autre. Quand t'as mis assez de négativité dedans pour le hate, tu dis comment je peux transformer ça en gag? Comment je peux me faire plaisir avec quelque chose que j'haïs? That's it. Il y en a d'autres qui sont positifs, mais ça, c'est pas moi. OK, génial. Y a-tu un truc que tu veux nous dire? Y a-tu un truc... Juste, Sidney, on a fait combien de temps? Ça fait genre combien de temps? C'est assez. Fait que gang, c'est assez. Bob, t'es superbe. Yes. Merci beaucoup. Je t'aime. Je t'admire. Quelque chose? On n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Non. T'as-tu n'importe quoi à plugger? Mettons, on veut t'encourager, on fait quoi? Vous pouvez voir Bob le Chef Live, qui est pas un podcast, c'est comme un show de cuisine en direct les dimanches après-midi sur qui est extraordinaire. Sur ma chaîne Twitch et YouTube. Je pense que c'est twitch.tv/anarchie culinaire ou sinon la page de l'anarchie culinaire sur YouTube. Sinon, on l'a pas dit, on voulait le plugger. Achetez le livre à mon chum, le plongeur, Stéphane Larue. Si vous voulez d'autres histoires croustillantes de restaurants. Et Bob est un personnage dans ce roman-là.
qui est un roman qui était superbe. Bob est un personnage. Je pense que c'est, après avoir passé à ton podcast, c'est la plus grosse honneur de ma vie. Ouais, là, je niaise même pas. J'ai eu une larme quand j'étais allé au lancement, puis on m'a remis le livre imprimé. Ouais. Ah, mais c'était, pour vrai, je le refais. Merci beaucoup.